que nous en voulons à quelqu'un personnellement. Parce que le pays est étouffé. Il y a une chape de plomb sur le pays. On ne peut prendre aucune initiative au Togo aujourd'hui. Tu ne peux rien faire. Même que tu sois du NIR ou pas, tu ne peux rien faire aujourd'hui au Togo. Tu amènes des partenaires, ça ne passe pas. Tu amènes un projet, ça ne passera pas. Tu veux faire quelque chose, ça ne passera pas. Il y a des gens qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Europe, qui ont voulu faire ne serait-ce que des forages dans leur village, ou ont voulu faire des petits projets dans leur village. On leur a créé toutes les tracasseries. Il est qui? Est-ce qu'il est UNIR? Est-ce que c'est pas un opposant? Pourquoi il veut créer ça? Et pourtant, le besoin est dans le village. Et comme vous savez que chez nous, les chefs même de village sont dans UNIR, tout le monde est dans UNIR, le premier qui commence par vous créer les problèmes, c'est le chef du village. Après, on fait appel au CB. Après, on appelle le préfet. Après, on appelle le secrétaire général de la préfecture. Après, on va appeler le ministre de l'administration territoriale. On dit il faut le bloquer. Donc, les gens ne peuvent faire aucune initiative aujourd'hui au pays. À part les bars et les lieux de débauche qui se multiplient au Togo, il n'y a aucune initiative qu'on peut prendre aujourd'hui au Togo. Vous ne pouvez pas amener un partenaire pour investir dans l'agriculture. Vous ne pouvez pas amener un partenaire pour investir dans les transports. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui au Togo. Donc, le pays est bloqué à tout le monde. Même ceux qui font semblant de rentrer dans UNIR, à un moment donné, on les étouffe. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes qui rentrent dans UNIR avec l'intention que, bon, comme ils ne veulent pas changer, on va aller parmi eux, hein, on va faire semblant d'être militants d'UNIR, comme ça, on va avoir les portes qui vont s'ouvrir, on va implanter nos projets. Eux aussi, on les étouffe. Parce que une dictature qui a peur de s'effondrer, parce qu'un régime de ce genre, qui ne veut pas perdre le pouvoir, n'aime pas que les gens s'enrichissent dans le pays. Parce que si vous vous enrichissez, vous allez avoir les moyens de les contester. C'est la logique qui a sous-tendu l'incendie des marchés. Il faut affaiblir les gens qui avaient les moyens dans le pays pour pouvoir les écraser. Et c'est cette logique qui fait qu'on n'arrive pas depuis 13 ans à construire les marchés. Talon a construit des marchés modernes en 2-3 ans, non? Pourquoi chez nous, depuis 13 ans, un seul marché, on n'arrive pas à construire? Pourquoi on n'arrive pas à construire? C'est la tour de New York qu'on est en train de construire, le marché de Lomé, pour qu'on puisse mettre 10 ans, 13 ans. Même la tour de New York, on l'a pas construit en 10 ans. C'est cette mentalité qui est derrière. On affaiblit la puissance financière de certaines personnes. Et donc aujourd'hui, rien ne marche dans le pays. Vous ne pouvez pas entreprendre au Togo. Vous ne pouvez rien faire. On va utiliser l'OTR, les impôts, pour vous écraser. Même si vous faites semblant de rentrer dans l'UNIR, on va vous écraser après. Donc, la dictature nous coûte énormément. Un régime de dictature coûte énormément. La facture est salée. Donc, tout l'argent du pays est consacré à la sécurité du régime et de l'individu. Et donc, vous n'avez pas d'argent pour faire les routes, vous n'avez pas d'argent pour faire construire les hôpitaux, vous n'avez pas d'argent pour les infrastructures. Parce que tout l'argent du pays, on l'utilise pour la sécurité du régime. Et la sécurité du régime dit, Pegasus, les autres systèmes d'écoute, les renseignements, la corruption, et je ne sais pas, la corruption dans tous les sens. On corrompt les gens dans la sous-région, on corrompt les ambassadeurs, on corrompt les pays voisins, on va corrompre les gens à l'extérieur. Tout ça, c'est de l'argent qu'on utilise. Et puis il y a le clientélisme politique. On a parlé du net la dernière fois. Depuis que j'ai fait les 2 vidéos sur le net, vous avez imaginé un peu tout l'argent que le régime a investi dans le net, juste pour troubler le jeu politique. Imaginez tous les partis politiques que le pouvoir injecte dans le jeu politique. Ils en sont pleins, Dieu seul sait. Que tous ces partis politiques sont alimentés. En tout cas, la majorité. À la dernière élection législative, vous avez vu tous les partis qui ont apparu, non? Pour les élections. Vous avez vu tous ces partis qui sont sortis de nulle part. Tous ces partis politiques qui sont sortis de nulle part. Et ces indépendants pour participer à la compétition. Dès que les élections sont finies, ils ont disparu. Même sur les petits sujets d'actualité, ils n'existent plus. Hein. Ces partis ne se prononcent plus. Personne ne sait où ils sont. Hein. Mais dans un an, quand il y aura les élections municipales, tous ces partis vont revenir. Qui les finance? Qui finance ces gens-là? Qui les finance? C'est le clientélisme politique. C'est des gens qu'on utilise pour semer la zizanie dans l'espace politique. Et ces gens-là sont financés. Et donc, tout ça participe à maintenir le régime. Donc, tout ça, ce sont les symptômes de la dictature. Donc, une dictature, ça coûte énormément de l'argent. Surtout quand elle n'est pas éclairée. Quand elle n'est pas éclairée comme chez nous, il y a des dictatures éclairées qui ont prôné le développement, qui ont travaillé à développer leur pays. Chez nous, c'est la conservation du pouvoir, vaille que vaille. Et pour conserver le pouvoir,
Il faut affaiblir la puissance financière des citoyens. Il faut les appauvrir. Et donc, quand on est dans cette logique-là, qui peut entreprendre au Togo? Qui peut entreprendre au Togo? Qui peut entreprendre au Togo aujourd'hui? Personne ne peut entreprendre aujourd'hui au Togo. Donc, que vous soyez politicien ou pas, nous avons intérêt à ce que le régime change pour qu'il y ait au moins un peu de respiration. On a intérêt à ce que le bouchon saute pour qu'il y ait un minimum de respiration dans le pays. Tout le pays est étouffé. Tout le pays est étouffé. Des gens sont rentrés à Lomé de la diaspora. Ils ont créé des entreprises. Ils ont fermé, ils sont repartis. Au début, ça semblait marcher, mais quelques mois après, ils ont fermé, ils sont repartis. Il y a des Togolais partout dans le monde qui ont des réseaux, des connaissances. Si tous ces Togolais décidaient d'amener l'investisseur au Togo, le Togo va devenir le Dubaï de l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a des gens qui ont refusé. Juste parce qu'ils ne veulent pas que ce pays se relève. Eux, ils veulent juste rester pour piller le pays. C'est tout. Que le pays soit dans la boue, que le pays n'ait pas d'hôpitaux, que les gens meurent, ce n'est pas leur problème. Donc, aujourd'hui, les Togolais ont besoin de respirer un peu. Les Togolais ont besoin de respirer. Il faut sauter la chape de plomb qui est sur le pays. Ça n'a rien à voir avec la politique. Une dictature écrase tout le monde, pas nature. Elle n'encourage pas l'entrepreneuriat, elle n'encourage pas le business, elle n'encourage pas la concurrence, elle n'encourage rien. C'est un système politique qui contrôle tout. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Ceux qui disent, moi je ne fais pas de la politique, hein, je ne suis pas dans l'histoire de politique. Personne ne vous demande de faire de la politique. Enfin, la politique politicienne. Mais vous devez avoir un regard sur la gestion qui est faite de votre pays. Puisque vous payez des impôts, vous devez savoir ce que les impôts font, ce qu'on fait avec les impôts dans votre pays. Pourquoi il n'y a pas de route, pourquoi il n'y a pas d'électricité, pourquoi quand vous allez à l'hôpital, vous n'arrivez pas à vous soigner. Vous devez vous poser des questions. Ça, c'est être citoyen, ça n'a rien à voir avec la politique. Donc aujourd'hui, nous devons nous mobiliser pour que le Togo... Moi, je ne suis pas engagé dans cette histoire pour devenir ministre ou pour devenir quoi. Je vous ai dit que depuis que moi je suis rentré dans la lutte politique, j'ai plein d'amis qui sont devenus ministres. Des gens, des amis de lutte. Des gens avec qui on partageait les maquis. On était des maquisards. Certains sont encore en fonction. Comme préfet un peu partout. Mais moi, je ne les ai pas suivis. Moi, je souhaite que notre pays soit un pays normal. Un pays normal, où les jeunes peuvent entreprendre, où les gens peuvent aller revenir, où l'accès à la fonction publique, l'accès à certaines choses ne sont pas liées par le népotisme, le tribalisme et tout. Qu'on ait un pays normal. Tout ça ne va jamais finir, mais qu'on réduise ces comportements. Qu'on soit un pays normal. Que des gens viennent investir chez nous. De vrais investisseurs, pas des mafieux. Et que la dame qui vend colis au bord de la route, si elle prend 1000 francs et que le soir, elle gagne 10 000 francs, elle est tranquille à la maison. Elle dort tranquillement. Et que si quelqu'un amène un business dans le pays, on ne le détruit pas parce qu'il n'est pas dans un parti politique. Là, les gens sont étouffés. Les gens sont étouffés. Que ce soit dans les marchés, dans la vie de tous les jours, les gens sont étouffés. Même le Zémidia est étouffé. Et nous disons qu'on a moué. Les gens sont en train de suffoquer. Pendant ce temps, la minorité est au caviar, au champagne. Et les gens sortent l'argent du pays tous les jours. Mais vous avez suffisamment volé de l'argent. Mais ouvrez le pays pour que les autres aussi puissent vraiment vivre. Vous dites non. Vous avez suffisamment bourré vos comptes de milliards. Mais ouvrez le pays. Ouvrez le pays. En Corée du Sud, après la Deuxième Guerre mondiale, mais les régimes militaires qui sont passés par là, les régimes qui sont passés par là, ont dû faire des réformes. On a pris des gens qui ont volé beaucoup d'argent, on les a mis dans une salle. On leur a dit, tout l'argent que vous avez mis de l'extérieur, ramenez ça au pays pour développer le pays. C'est comme ça qu'ils ont mis les gens au pas. Après, on a vu les groupes Samsung, LG, tout ça qui ont émergé. Comment vous pouvez être dans un pays,
Vous pouvez être des dirigeants et vous ne voulez pas le bonheur de vos populations. Vous écrasez les gens. Est-ce qu'aujourd'hui, le Togolais peut dire, je connais un milliardaire au Togo, tu as fait des affaires? Vous pouvez citer un milliardaire au Togo comme Dangote, comme Elou Melou, je ne sais pas quoi. Vous pouvez citer quelqu'un au Togo aujourd'hui? Et qui est vraiment bien dans son domaine? Est-ce qu'on en a? Mais c'est les Libanais qui ont pris tous les secteurs qu'on a fait venir et derrière lesquels on se cache. C'est des juifs parfois aussi libanais, comme les gens de Champion, qu'on amène comme ça, et dans lesquels on a des actions. On se cache derrière eux. On exploite les populations. Ce sont tous ces gens-là qui tuent le Togo. Aujourd'hui, nous sommes à quoi? À 1 mois de la rentrée scolaire. Et donc, à la rentrée scolaire, les gens qui vont faire les affaires, c'est les gens de Sotimes. C'est les gens de Sotimes. Qui sont ces gens? Et qui sont les actionnaires de leur société? Dans quel pays au monde on laisse un secteur aussi stratégique d'importation de fournitures scolaires à des étrangers? Dans quel pays au monde on laisse le circuit d'importation des fournitures scolaires à des étrangers? Ça veut dire que ces gens-là, si demain il y a un problème, ils décident de bloquer la rentrée scolaire, ils vont bloquer la rentrée scolaire. Puisqu'on n'a même plus de l'UMUSCO. On n'a plus d'imprimerie qui imprime les cahiers. On n'en a plus. Je ne sais pas, c'est Sotimes, non? Sotimes, les gars qui se sont développés un peu partout dans la zone de Fréau Jardin, là. C'est Sotimes, non? Je ne sais pas si je me trompe. Comment dans un pays où les gens réfléchissent, on peut laisser un secteur aussi stratégique d'importation des fournitures scolaires à des gens qui ne sont pas sous le contrôle de l'État? Dans quel pays on voit ça? Ou l'importation des aliments au groupe Sames. Le groupe Sames, c'est la maison mère de Champion. C'est eux qui contrôlent le pays, du sud jusqu'au nord. Si demain, ces gens-là, pour une raison ou une autre, ils décident de paralyser le Togo, ils vont paralyser le Togo. Et nous avons des gens dans le gouvernement, des intellectuels, des universitaires, des gens de certains niveaux. Parce que tous ces groupes que je suis en train de citer là, Sames, Champion, Sotimes, nos dirigeants ont des actions dedans. En fait, c'est pour eux ces sociétés-là. C'est pour eux ces sociétés-là. Ils sont dedans. Vous avez cru que les gens qui sont à Lomé, vous avez cru que Champion s'est développé du jour au lendemain comme ça à Lomé et a investi tous les quartiers? Non, c'est eux. C'est eux. À un moment donné, comme il y avait des problèmes de sécurité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un Champion à côté de la caisse, la résidence de la caisse. Comme ça, ils ne veulent pas aller dans le Champion en ville pour qu'on voit qu'ils viennent acheter. Donc, ils ont créé un Champion à côté de eux-mêmes. Comme ça, quand ils sortent de leur maison, ils rentrent dans le Champion. Et le Champion de la caisse, c'est le Champion qui a le plus de marchandises, de qualité. C'est eux qui sont derrière tout ça. Toutes les sociétés de construction à Lomé qui ont pris la suite de la S3 et tout ça, c'est eux qui sont derrière tout ça. Et ce sont ces sociétés qui font la fraude fiscale. Ce sont ces sociétés qui contournent le fisc, qui ne payent pas l'impôt juste pour l'État. Mais on s'acharne sur celui qui a créé une petite boutique au bord de la rue, on s'acharne sur les petits entrepreneurs. Citez-moi un seul Togolais, ou 2 Togolais aujourd'hui, qu'on peut dire qu'il a réussi dans tout domaine. Il est milliardaire. Il a réussi dans ça. Est-ce que notre pays n'en a pas besoin? Est-ce que notre pays n'en a pas besoin? Si on a un chef d'État qui est visionnaire et qui dit, bon, je commence comme ça, je veux 1 milliardaire par région. Je veux 1 milliardaire par région. Sachant que quelqu'un qui devient milliardaire, il va aussi employer des gens, il va développer des trucs. Donc, Dapaon est milliardaire. Je parle des hommes d'affaires, je ne parle pas des politiciens véreux qui deviennent millionnaires ou on appelle les milliardaires. Les hommes d'affaires. Donc, on confie tel secteur à tel gars, il est de Dapaon. On confie un autre secteur à tel gars, il est de Kara. On confie ce secteur à quelqu'un d'Atakpame. On confie tel secteur à quelqu'un de Palimé. Un secteur à quelqu'un de Lomé, ou bon, des gens, dans 10 ans, ces milliardaires vont générer d'autres millionnaires.
Et le pays va se développer. Aujourd'hui, on a une grande diaspora. On a plusieurs millions de Togolais à l'extérieur. On n'est même pas capable de construire une ville nouvelle sous l'impulsion de la diaspora. Les zones comme Anéron, en passant par Vaughan, jusqu'à Agbelouvé, tout ça, en passant par Bagbé, on est incapable de réquisitionner des terres pour lancer un projet ambitieux et dire, ici, on le réserve pour les gens de la diaspora. Venez construire des maisons sur tel modèle. Comme ça, on va décongestionner la ville de Lomé, on va construire une ville nouvelle. On laisse tout le monde construire comme il veut. Chacun construit là où il trouve le terrain. Nos frères de Sokodé, qui sont nombreux, qui sont partis nombreux très tôt, on n'a pas eu l'idée de dire à Sokodé, on construit une ville nouvelle, à côté de l'ancienne ville. On invite tous les thèmes qui sont à l'extérieur à acheter des terrains. L'État garantit la sécurité. On construit une nouvelle ville à Sokodé. On crée une dynamique interne de développement. Rien. Après, on dit qu'on a créé le HTCE, que diaspora. Des histoires comme ça. Parce que on ne veut pas que les gens s'épanouissent dans le pays. On ne veut pas que les gens se développent dans le pays. On ne veut rien. Conséquence, vous avez Lomé qui s'agrandit dans l'anarchie. Aujourd'hui, Lomé a fait presque la jonction avec Anéron, dans l'anarchie totale. On n'a même pas réservé des espaces là-bas pour construire peut-être une ville nouvelle, des cités, rien. Lomé Diablé, dans l'anarchie totale. Lomé Agbelouvé, dans l'anarchie totale. Actuellement, c'est Lomé Mwepé vers Badia, dans l'anarchie totale. On a des gens qui gouvernent le pays. Vous allez à Accra, on va vous définir les quartiers, Centraco, ceci, Sakumono, tout ça là. Et ce sont des quartiers que des gens ont construits, des quartiers UP, que les gens ont construits. Et quand on s'est appuyé sur la diaspora, les joueurs, tout ça, ils ont délimité les quartiers. Et la ville s'est agrandie comme ça. Et la ville est devenue propre. On a fait des routes un peu partout. Au Togo, tu vas entendre quelqu'un dire, ah, on doit chanter de la Bavi. C'est des conneries comme ça. Alors, les Tougolais, je suis quelque part là-bas. Il n'y a pas de route pour aller. Ou bien je suis vers les Bassito ou à Pessito. C'est des choses comme ça que tu vas entendre. Il n'y a pas de route pour aller. L'État qui a un ministère de l'urbanisme et un ministère de la planification n'a pas été capable d'anticiper. Aujourd'hui, même à Lomé, il n'y a pas de cimetière. Il n'y a plus de cimetière. Tous les cimetières sont remplis. Quand vous leur posez la question, est-ce que vous allez créer un cimetière dans 6 mois? On ne sait pas, parce qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Il n'y en a pas. Donc, les gens construisent comme ils veulent. Et du coup, la ville, elle s'agrandit, mais elle s'agrandit dans l'anarchie. Et dans une architecture de désordre. Mais quand vous êtes dans une ville, et que quelqu'un construit sur un quart de l'eau, quelqu'un construit sur un eau, quelqu'un construit sur... Mais à Lomé, il y a des gens qui sont sur leur étage, ils voient des gens qui sont en bas et ils sont là. Quand ils se lavent là, quelqu'un à l'étage, il voit l'autre dans sa douche. Parce que la douche n'est pas couverte. Donc, il n'y a même pas un plan, un schéma pour dire, dans tel quartier, on veut que les maisons soient de telle taille. Il faut une architecture comme ça. Tout se fait dans l'anarchie. Et comme Lomé, c'est une ville qui est enserrée entre les frontières et les plans d'eau naturels, comme la vallée de Zio et tout ça, la ville a du mal à s'agrandir. Et s'agrandit dans l'anarchie totale. Conséquence, on a les inondations, on a tout. Donc, une dictature, ça coûte énormément. C'est beaucoup d'argent. Et ça retarde un pays. Ça retarde un pays parce que l'objectif de celui qui tient le pouvoir autoritaire, c'est de conserver le pouvoir par tous les moyens. Donc, il sacrifie l'argent de tout le pays pour la conservation du pouvoir. C'est pour ça qu'au Togo, il faut qu'il y ait un changement. Pour que les Togolais respirent un peu. Les gens ne veulent pas le changement parce qu'ils veulent devenir ministre ou président de la République. Les gens s'en foutent. Les gens veulent faire leur affaire. Ils veulent aller revenir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans la diaspora. Ils ne peuvent pas rentrer au Togo. Les gens ont peur. Ils ne peuvent même pas aller rentrer, voir leur famille, voir leur maman, voir leurs parents. Et pourtant, ces gens... Peut-être qu'ils n'ont rien à voir avec le pouvoir. Peut-être qu'ils ont donné juste un avis, quelqu'un les a sabotés, ils sont sur une liste rouge. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut que le Togo change. Puisque ceux qui sont là ne veulent pas changer, ils ne veulent pas devenir des gens modernes, ils ne veulent pas basculer le pays dans le chemin de la modernité, il faut qu'ils partent. Pour leur simple bonheur, il ne faut pas bloquer des générations. Il ne faut pas détruire l'avenir des générations.
Donc, c'est ce combat-là que nous menons. C'est ce combat-là que nous menons. On n'est contre personne. C'est pour ça que moi, quand je lis dans certains documents, on dit, ouais, Ferdinand, il a une haine contre le peuple. Qu'est-ce que vous appelez haine? Mais vous qui tuez les gens, vous qui tuez les gens, vous appelez ceux qui vous critiquent des haineux, vous tuez des gens, vous détruisez la vie des gens, et ceux qui vous critiquent, vous les appelez haineux. Si on voulait vraiment mettre de la haine ou la passion, parce que la haine c'est la passion, si on voulait mettre la passion dans notre raisonnement, les choses qu'on sait sur vous là, mais on va dire beaucoup de choses. On n'a jamais dit même 10% de ce qu'on sait, de ce qui se passe au Togo. Toutes les pratiques qui se passent au Togo, qui heurtent les mœurs. Si on commence pas à parler de ça, oui, vous pouvez dire, oui, on rentre dans la vie privée. Encore que la vie publique, la vie privée d'un homme public, la frontière est difficile à tracer. Si on rentre dans ça, vous pouvez dire que bon, on vous en veut parce que vous avez une vie privée, tout ça, que c'est pas normal. Moi, je suis un journaliste. J'ai aussi le devoir de respecter l'éthique et la déontologie, même si quand j'aborde un sujet. C'est une obligation. C'est pour ça que je ne m'associe pas, je ne me mélange pas aux autres. C'est-à-dire, influenceurs, tout ça, non. J'ai dit non. Parce que je reste journaliste. Je fais une analyse de journaliste. Donc, je connais les limites de mon travail. Même si je peux dire, je suis sur une plateforme ou bien je suis sur un réseau qu'on ne sanctionne pas. Je ne peux pas me permettre de tout dire ou de dire tout et n'importe quoi. Même si je le sais. Donc, personne ne vous en veut. Personne n'a aucune haine contre vous. C'est vous qui détruisez l'avenir de tout un pays et des jeunes. On vous rappelle juste les résultats de votre gestion catastrophique. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et en espérant que, comme les dirigeants sont fatigués, d'ici la semaine prochaine, ils vont finir par sortir leur fameux gouvernement. Même si on sait que ce sont les mêmes personnes qu'on va reconduire avec quelques jeux de chaises musicales. Kofi passe à droite, Kojo passe à gauche et tout ça, ce sont les mêmes personnes. On espère qu'ils vont finir par trouver un gouvernement. Et si c'est des gens qu'ils sont en train de chercher sur la planète Mars, on espère qu'ils vont les trouver.